Allez-y, participez. Il faut que vous participiez un peu. Donc, soit c'est pas par vocal, c'est dans le chat, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que vous êtes en 1, train de suivre? 1, 1, très bien. Très bien. On continue. Cette fois-ci, c'est encore la même chose. Donc, on a 0 fois moins 1, c'est 0. 0 fois moins 1, c'est 0. 0 fois moins 1, c'est 0. 0 fois 0, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Puis là, on a 1 fois 1, 1 fois 0 et 1 fois 0. Donc, ici, le résultat est égal à 1, très bien. On passe encore à la suite. Donc, on a 1 fois 0, à moins 1 fois 0, moins 1 fois 0, moins 1 fois 0. 0 fois 1, 0 fois 1, 0 fois 1. 1 fois 1, 1 fois 1 et 1 fois 1. Cette fois, le résultat égal 0, à pourquoi 0. 3. 3, bravo, oui, c'est 3. Ah, Regardez, madame, avec les bleus foncés, c'est 0. oui, j'ai dit au début, Ah, les bleus d'accord, je foncés, c'est m'excuse, je 0, m'excuse. il n'y a pas de problème. Et les bleus clairs, c'est 1. C'est juste que j'ai pas. Si je réécris tout, ça sera encombré sur l'image, on ne pourra pas suivre. Donc les bleus foncés, c'est clair, les bleus clairs, c'est 1, et le bleu foncé, c'est 0. Donc on a moins 1 fois des 0, ça donnera toujours des 0. On a des 0 fois des 1 qui sont en bleu clair, ça reste toujours des 0. Et on a 3 fois du bleu clair, c'est-à-dire c'est égal à 1. Donc 1 fois 3, c'est égal à 3. Très bien, on passe à la suite. On a ici, ça compte pas. Là où il y a des zéros, on ne prend même pas en compte. En fait, on saute comme ça. On a en fait, il y a des 1. Donc, on a ici moins 1 et 1. Donc, ça donne au total 1. On va effacer le tableau. Donc, on efface. Pardon. J'ai encore moins 1 fois 0, moins 1 fois moins 1, moins 1 fois moins 1. Puis 0 fois 1, 0 fois 0, 0 fois 0. Et je continue, j'ai 1 fois 1 fois 0 et 1 fois 0. Et donc la somme, ce sont ces éléments, les éléments non nuls, c'est ceux-là. Donc c'est moins 1 et 1, toujours fois 1. Donc ça donne, c'est égal à combien? C'est égal à moins 1. Donc le résultat de ma convolution, c'est moins 1. Et je continue à balayer mon image. Et cette fois, on a les éléments non nuls, c'est ceux-là, plus ceux-là, qui fait un overlap total avec des éléments non nuls. 0. 0. 0. Bravo, on continue. Et cette fois-ci, allez, on fait vite. Allez, rapidement, ça ne sera 0. pas. Très 0. bien. Celui-là, encore bravo. 0. 8, 0. Bravo. Donc ça, c'est le résultat d'une convolution. Qu'est-ce qu'on observe ici? Donc quand j'applique la convolution ici, le résultat, l'image résultante ici, elle est plus petite que l'image en entrée. Ici, j'avais 5 fois 5. Et là, j'ai 3 fois 3. D'accord? Donc j'ai 3 fois 3. Et donc pour résoudre cela, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois qu'on a vu, donc vous l'avez vu en cours, vous l'avez vu aussi, on appelle ça, la solution qu'on propose, c'est le padding. D'accord? Donc ça sera la solution unifiée, c'est le padding. C'est quoi le padding? Donc, on inverse les filtres dans les deux axes, ça on l'a vu. La convolution est plus petite que l'image originale de l'image, ça on l'a vu. Et donc la solution pour résoudre ça, pour obtenir une convolution qui est de la même taille que l'image originale, ça s'appelle le padding. Et le padding, c'est quoi? C'est, je prends mon image. Donc, ici, elle est de taille 5 x 5. Et je rajoute autour de mon image une série de colonnes et de lignes qui me permettront d'augmenter la taille de ma convolution. Si j'ai une plus grande image en entrée, ma convolution en sortie, elle sera plus grande. Donc, je vais en faire en sorte de rajouter des éléments à mon image d'origine, de sorte à ce que, au final, ma convolution à la fin, elle soit de la même taille que mon image d'origine. Et donc ici, la règle, c'est quoi? Bon, avant de faire ça, on va ici regarder ce que j'ai fait. J'ai rajouté une ligne au-dessus, une ligne en dessous, une ligne à droite et une ligne à gauche. Alors, qu'est-ce que je vais remplir dans ces lignes? Et c'est là où on avait vu, vous l'avez vu dans le cours, vous avez vu 3 solutions pour ça. Donc la première, c'était de remplir avec des zéros. Donc on ignore, c'est quand on remplit avec des zéros. La deuxième, c'est lorsqu'on remplit avec une copie des lignes adjointes ou bien des valeurs constantes. Et l'autre, celle qu'on a vue par exemple la dernière fois avec OpenCV, c'était le miroir. C'est-à-dire je prends des éléments, des lignes adjacentes, etc. Et je fais le miroir de celle-ci, de l'autre côté de mon image. Donc de chaque côté, plutôt de chaque côté de mon image. Donc que ce soit ici, ici, de chaque côté de mon padding, donc ici, ici, ici et ici. Et je remplis par les pixels miroirs. Et tout ça, ce sont des techniques d'OpenCV. On en a discuté la dernière fois. Aujourd'hui, j'ai fait une illustration visuelle de ceci. C'est plus clair, je pense, comme ça. Mais pour que ça soit quand même unifié, pour qu'on ait des réponses unifiées, alors on va faire, on va pour the sake de cet exercice, pour the sake of this exercise,
on va fixer les choses, on va se dire pour cet exercice, nous on va faire un padding qui est égal à 0. Donc chaque fois que si je rajoute des lignes autour de mon image d'origine, elles seront égales à 0. Donc ici, mon image plutôt comme ça, si je vais ici, je complète par des zéros. Pour rappel, les zéros c'est quoi? Ce sont les pixels foncés, c'est les bleus foncés à mon image. Donc ici, ce que j'ai complété, c'est par des zéros. Si on vous dit, par exemple, quelque chose de bien précis, faites un padding avec ceci, cela, vous faites de manière dont il vous est demandé. Sinon, vous faites avec 0 et vous précisez dans votre énoncé que j'ai fait un padding avec 0. Donc, si je rajoute une ligne en haut, une ligne en bas, une à droite, une à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Je reprends ma convolution. Donc, ma convolution, j'ai appliqué la rotation verticale et horizontale. Qu'est-ce qui se passe? Je refais passer mon filtre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon résultat? J'ai un ensemble de pieds. Donc, j'ai un overlap de 3 x 3. Donc, mon kernel ici, c'est 3 x 3. Sur les 3 premiers pixels horizontaux et verticaux de mon image, qu'est-ce qui va se passer? Je continue, je fais mes convolutions de manière habituelle. Je continue. Et vous regardez, vous voyez ici combien je suis passée au-dessus de mon image. Alors, j'ai une convolution, deuxième balayage, j'ai une deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, au total, j'ai 5 convolutions pour la première ligne. Donc, lorsque j'ai fait la première ligne de mon image, cette fois-ci qu'il y a un padding, j'obtiens une image, 5 convolutions, au lieu de 3 précédemment. Et donc, on continue, on va effacer ce qu'il y a dans le tableau. Donc, c'est le même principe. On continue, ce sont des convolutions. Donc, ici, regardez, c'est moins 1. Je prends les éléments non nuls qui sont dans mon image, c'est ceux-là. Donc, j'aurai ici un 1, un 1, je continue, un 1 ici. Ici, ce sera 0 la dernière. Donc, je reprends l'autre ligne, les suivantes. Qu'est-ce que j'ai ici? Les éléments non nuls, c'est en bas. Donc, j'ai ici un 1 et ici un 1, qui sont les éléments non nuls de ma convolution. Ici, tout ça, ça me donne des 0. D'accord? Donc, je continue, ça va me donner 2. Ici, j'aurai un 3. Ici, j'aurai un 2. Ici, j'aurai un moins 1. Et ici, j'aurai un moins 2. Je continue ici. Alors, vous me répondez, allez-y, rapidement. La ligne, c'est vous qui la complétez, juste pour que je sois sûre que vous compreniez les convolutions. Alors ici, s'il vous plaît, allez-y. 0, 0, très bien. 0, Très bien. 0, Oui. 0, 0, Allez-y, continuez encore. Allez. Ici. Allez, rapidement. moins Vous 2, pouvez. Oui. moins 3, Oui. moins 2, moins 1 et 0. Bravo. Donc ici, bravo. Donc vous avez compris, je suis contente, vous avez compris comment ça fonctionne les convolutions. Ici, par rapport à tout à l'heure, notre image à la sortie, elle a de la même taille que mon image au départ en entrée. Donc j'ai une convolution, mon image en entrée, elle est là, elle est 5 x 5. Le résultat, c'est l'image en sortie qui est 5 x 5. Ce padding-là, il est fait automatiquement dans OpenCV. Vous ne le voyez pas, c'est une fonction interne. Vous ne voyez pas à l'intérieur de la convolution cette fonction. Ainsi que cette transformation qui est là, qui est le flipping. Mais lorsque vous le faites manuellement, il faut le faire. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris c'est quoi cette histoire de flipping, plutôt de padding? Oui, D'accord, très bien. Donc, la convolution ici, elle a la même taille que l'image d'origine. C'est super, très bien. Les informations au bord de l'image sont préservées. Vous voyez ici, ces images qui étaient ici, ces pixels qui étaient ici dans les bords, on les retrouve dans ma convolution. Elles sont prises en compte. Alors que dans le slide précédent, si on revient dans le slide précédent, là où il y avait 3, oui, c'est celui-là. Tout ça, ces pixels ne sont plus transmis à ma convolution parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'intérêt. Donc au total, ici par exemple, ici, les bords n'auront pas un grand intérêt dans ma convolution. Je perds les informations qui sont au bord. Et donc, le fait de rajouter du padding, c'est de rajouter ces informations, de les reprendre en considération à l'intérieur de ma convolution. D'accord? Donc, je repasse plusieurs fois dessus, ils seront forcément transmis dans ma convolution. Et donc ça, c'est un point essentiel. J'aurai plus d'informations dans ma convolution, puisqu'elle a la même taille que mon image. Parmi ces informations, on a les informations qui sont dans les bords. Et le padding, comment le calculer? Comment on calcule le nombre de lignes et de colonnes qu'on doit rajouter à mon image originale? Et bien, la règle, elle dit c'est K sur 2. K étant les dimensions de mon kernel, d'accord? Donc c'est K fois K. Ici, c'est 3 fois 3. 3 sur 2, c'est combien? Alors, c'est une division entière, donc c'est égal à 1.
Donc, je dois rajouter de chaque côté une colonne, une ligne, une colonne et une ligne. D'accord? Si, alors, je vous pose la question, si par exemple mon kernel, donc mon filtre, était égal à 5, combien de lignes et de colonnes je dois rajouter? 2. 2. Très bien. Qu'en est-il si mon kernel était égal à 11, par exemple? 5. 5. Très bien. 11 par 2 égale à 5. Très bien. Donc, vous avez vu les deux façons de faire la convolution. Donc, la première, c'est celle qui ne préserve pas la taille originale de l'image. Et la seconde, avec le padding, elle préserve la taille de l'image. Il faut savoir que la convolution de manière classique, de manière qu'elle est enseignée dans le traitement d'image ou le traitement de signal, elle respecte le padding, elle utilise le padding. Il y a la première façon où on a une convolution qui réduit la taille de l'image, elle n'est pas utilisée dans le traitement d'image, dans le traitement de signal, mais elle est utilisée par exemple dans le deep learning. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que la première façon de faire la convolution sans padding, elle est fausse, c'est juste qu'elle est utilisée ailleurs, dans le deep learning par exemple. Là, en traitement d'image, en traitement de signal, on utilise le padding. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, on va reprendre l'exemple de l'exercice. Hein. Très bien, on reprend l'exercice de la dernière fois. Donc, c'est l'exercice numéro 1. Et donc, ça, c'est l'exercice numéro 1, c'est l'image d'origine. Alors, je vais la faire un resize. La dernière fois, on y allait un peu trop vite dessus. Pourquoi il est bloqué? Oups. Alors, on revient ici. Donc, ici, à gauche, ça sera l'image originale, c'est l'image originale. Et à droite, c'est ma convolution. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on reprend? On reprend le filtre qu'on nous a donné la dernière fois. Donc, c'est le premier filtre où on a un 1 au centre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? On a dit qu'il faut inverser. Il ne faut pas oublier d'inverser mon filtre, hein, mon kernel. Donc, ici, ce n'est pas la peine parce que j'ai qu'un élément en centre. Donc, si je fais une rotation à 180 degrés, j'aurai toujours le 1 au centre. D'accord? Il s'agit d'une symétrie. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque aussi? C'est qu'on a un égal à un K qui est ici. Alors le K égale à 5. Et vous m'avez répondu tout à l'heure, quand on a un K qui est égal à 5, je dois rajouter donc à ma droite, et en haut et en bas, et à gauche, toujours deux lignes. Donc c'est K sur 2, et c'est égal à quoi? À 5 sur 2, qui est égal à 2. Donc ici, qu'est-ce que je rajoute? Vous voyez ici, j'ai rajouté deux lignes, deux colonnes à droite, deux lignes en haut, deux lignes à gauche, et deux lignes en bas. Donc, on commence par appliquer notre convolution, tout simplement. Donc, je prends ma première convolution et j'applique tout en balayant mon image, je remplis mes convolutions dans l'image sortie qui est ici. Donc, c'est ma sortie, c'est ma convolution, c'est la sortie de ma convolution. Ça, c'est mon entrée, c'est mon image en entrée ici. Input, oups, c'est pas grave. C'est l'input, ici, c'est l'output. C'est plus visible quand je le dessine à côté que lorsque on modifie directement sur l'image. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a directement la convolution, elle passe par là. Qu'est-ce qu'on observe ici? On a un 0. fil. Ben voilà, 0. On continue. Ici aussi, c'est 1. 0. 0, voilà. On continue, c'est 0, 0, 0. Toute la ligne. Ouais, toute la ligne, c'est des 0. Effectivement, toute la ligne, c'est des 0. Je redescends encore d'une ligne. Donc, j'ai fait balayer ma convolution, ma première ligne. J'avance encore, c'est des 0, c'est des 0, c'est des 0. Je continue, encore une fois. Hop, j'arrive ici, c'est un 1. Donc, je remplis 1. Ici aussi, c'est encore un 1. Ici aussi, c'est un 1. Ici, c'est un 0. Et je finis ma convolution. Je reviens, donc je ne vais pas terminer toute l'image parce qu'il y a 19 lignes. C'est beaucoup. Donc, on continue de la même manière qu'on a procédé la dernière fois, de la même manière qu'on vient de voir aujourd'hui. Je suis certaine que vous l'avez vu aussi en cours. Et on continue et on remplit notre image. Et alors ici, c'est la représentation matricielle. Mais en vrai, l'image qu'on a en sortie, c'est la même qu'il y a sur mon dessin. Donc ici, regardez. Absolument, bravo. C'est la matrice, le kernel qu'on vient d'appliquer, le filtre qu'on vient d'appliquer, c'est le filtre identité. Donc l'image qu'on va obtenir à la fin, regardez, c'est le même dessin qu'il y a dans mon image originale, avec la même taille que mon image originale. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, regardez, voilà, j'ai redessiné l'image comme ça. Voilà. Et ici. Je pense qu'il reste que ça. Voilà. Donc ici, on a redessiné l'image. Et donc, qu'est-ce que ça dit? Donc, le premier filtre, voici. Alors, j'ai quand même montré des exemples de OpenCV parce que c'est quand même bien pratique.
Donc, l'image originale est la première convolution, donc la convolution à laquelle on a appliqué le filtre 1. Donc, voilà le résultat et on voit bien que effectivement, c'est bien l'image identité. Donc, c'est bien l'identité. Donc, l'image qu'on obtient en sortie, c'est la même que celle qu'on a en entrée. Donc, le filtre 1, c'est l'identité. La convolution produit l'image d'origine. Donc, on continue avec la deuxième. Et là, on reprend le filtre. Donc, la première des choses à faire, on applique le padding. OK, on a fait le padding. On reprend, on n'oublie pas d'appliquer la rotation sur notre filtre. Donc, j'ai le filtre qui est ici. C'est un 1 qui est en bas. Et qu'est-ce que j'applique? J'applique un premier flipping, donc une rotation sur l'axe vertical. Et puis, j'applique encore une fois une rotation sur l'axe horizontal. Et j'obtiens, ou bien c'est une rotation sur 380 degrés, tout simplement. Mais en fait, pour ne pas se tromper, vous faites deux flippings. Donc, vous retournez sur l'axe horizontal, vertical, et puis sur l'axe horizontal, et vous obtenez le filtre final. Donc, au final, ce sera ce filtre-là qu'on va appliquer, sur lequel qu'on va convoluer sur notre image. D'accord? Donc, on reprend. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais effacer le tableau. Voilà, donc je prends ce filtre qui est en bas. Comme d'habitude, on va reprendre, on va faire convoluer de haut en bas, on va traverser toutes les lignes ici, on passe à la deuxième, la troisième, etc., etc. On ne va pas refaire tout ça parce qu'il y a quand même 19 lignes fois 19 colonnes et ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. C'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple et c'est le même principe qu'on avait avec l'image précédente. Alors, ce qu'on va faire plutôt, c'est observer ce qui se passe si j'ai une convolution quelque part ici et essayer de déduire le comportement de ce filtre sans pour autant le faire passer par toute l'image. D'accord? Donc, ici, j'ai ce filtre-là. Par exemple, j'ai fait tout ça ici. Et d'accord? Et je suis arrivée à cette position-là. Alors, quand on est à cette position-là, quel est le pixel cible qui est ici, qui est le pixel correspondant, c'est-à-dire où est-ce que on va enregistrer, on va marquer le résultat de cette convolution. Donc, on revient ici. Alors, ça, c'est les lignes, le nombre de lignes avec le padding. Donc, je vais redescendre selon le padding. Le padding, c'était égal à quoi? C'était égal à K qui est égal à 5. D'accord? Et donc, mon padding, c'est égal à 2. Voilà, 5 sur 2. Ce qui est égal à 2. Oui. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que mon pixel, donc je reprends ici. Donc, ici, c'est la taille de mon image originale. Donc, le pixel qui est ici, au milieu, là, il a son correspondant. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, c'est la ligne 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la colonne 5. Donc, ici, je vais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, c'est la ligne 5 et la colonne 5. Donc, la convolution qui est là, qui s'applique ici, avec ce filtre-là, à cette position-là, sa résultante, elle sera marquée ici, dans cette cellule, qui est les mêmes coordonnées donc, que la convolution dans l'image originale. Donc ici, donc on revient à la convolution. Donc c'est ce pixel cible, plutôt d'origine, et qu'on va essayer de remplacer. Et cette fois-ci, ma convolution, ici, il a une valeur, ici, il est égal à 0 à l'origine, dans mon image originale. Et là, ce qu'on va faire, c'est que dans l'image cible, donc dans ma convolution, voilà, dans ma convolution, il sera égal au résultat de la somme des produits des pixels qu'il y a dans mon filtre, de l'overlap de mon filtre avec mon image. Donc ici, par exemple, si je fais la somme, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai 1 fois 0, 1 fois 1, 0 fois 1, 0, 0, 0, 0 fois 1, 0 fois 1, 0 fois 0, 0 fois 0, 0 fois 0, 1, 0 fois 1, 0 fois 1, 0 fois 0, 0 fois 0, 0 fois 0, 0 fois 1, ici à la quatrième ligne de ma convolution. Ici aussi, c'est 0 fois 1, 0 fois 0, 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 0 fois 1, 0 fois 1, et ici encore 0 fois 0. Je vais effacer un petit peu tout ça. Donc, le résultat de ma convolution, au final, c'est combien ici? Si vous suivez, c'est égal 1. Un. à 20. Donc, ici, j'aurai ici, mon résultat, c'est égal à 1. Donc ça, pour l'instant, vous savez le faire, il n'y a rien de sorcier. Mais ce qu'on observe ici, regardez, c'est qu'au final, c'est comme si j'avais transmis cette valeur qui était ici à ce pixel-là. S'il y a voilà, un décalage. Et ce décalage, il a un nom mathématique, on appelle ça une translation.
D'accord? Donc, ce filtre-là, on va encore effacer mon tableau. Ce filtre-là, il permet de décaler, comme votre camarade vient de dire, décaler, ou bien, si on parle mathématiquement, on dit ça une translation. Donc, la translation, elle se fait de comment? De bas, de haut en bas et de gauche à droite. Donc, au final, j'aurai une translation qui descend vers le bas et la droite. D'accord? Donc, au final, mon filtre, donc voici l'image originale, on va vérifier ça en fait. Peut-être qu'on se trompe. Donc, la meilleure façon de faire ça, de vérifier ce que je suis en train de dire, c'est on applique ça à toute l'image, mais c'est quand même fastidieux parce que c'est sur une machine, enfin, c'est sur un dessin. Mais on va le faire, on va le vérifier avec OpenCV. Donc, je prends l'image originale qui est ici, j'applique la convolution avec ce filtre-là qu'on a défini ici, j'applique et regardez ce qu'on observe. Oui, on a un décalage. Donc, un pixel qui était là, au lieu d'être là, il est descendu voilà, en bas et à droite, alors qu'à l'origine, il était ici, par exemple. Et pareil ici qui était un pixel qui était là, il va se retrouver comme ça. Je dessine mal, mais bon. On voit que ce décalage, on appelle ça la convolution produit une translation de l'image d'origine vers le bas à droite. Donc, on observe aussi que ici, les pixels qui sont ici, ben, ils vont plus se retrouver, ils vont se retrouver, ils ne seront plus retrouvés dans la convolution, et c'est tout à fait normal. Dans la technique fixe qu'on s'est fixée depuis le début de la séance. Donc, est-ce que c'est clair pour le deuxième filtre plutôt? Sinon, on passe au Oui. troisième. Très bien. On passe au troisième. Et le troisième, il me dit ceci. Donc, qu'est-ce que je fais comme d'habitude? J'applique le padding. Donc, j'applique le padding. Je fais une rotation sur l'axe vertical, une rotation sur l'axe horizontal. Et qu'est-ce qu'on observe ici? C'est que c'est symétrique. Et si vous avez remarqué, c'est que quand la plupart des filtres, quand on vous donne des convolutions, c'est que vous allez remarquer qu'ils sont très symétriques. Et la symétrie ici, elle ne change rien. C'est-à-dire que si j'ai mon kernel qui est H, ici j'avais H-1 dans les deux axes, c'est-à-dire H-X, etc. dans les deux axes, qu'on a vu la dernière fois dans le rappel du chapitre 3. Donc, quand on fait cette rotation dans les deux axes, on se rend compte que c'est la même, on se retrouve avec H. Et donc, ma convolution, quand on voit un kernel qui est symétrique, comme dans ce cas-là, où on a qui est symétrique de manière structurelle et ici symétrique en termes de valeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas une valeur négative ici, ici positive, etc. Parce que le changement va affecter évidemment, la rotation va affecter la matrice finale. Mais si au final, si ma matrice est symétrique, le fait d'appliquer tout ça, on se retrouve avec la matrice originelle. D'accord? Donc, on fait le même principe, sauf qu'on va pas balayer toute l'image, ça, on en a déjà fait. On a fait la dernière fois, on a fait tout à l'heure. Donc, on va prendre des exemples à l'intérieur de ma matrice et on va essayer de déduire ce que produit ce filtre-là. Donc, on va prendre ici un exemple. Et on a quoi? On a seulement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme. Où sont nos éléments non nuls de notre somme? C'est ces éléments ici. Et donc, ma convolution, d'après vous, elle va produire, qu'est-ce qu'elle va produire? Est-ce que vous arrivez à voir? Peut-être que je ne sais pas assez zoomé, non? Non, non, ça va, vous pouvez voir, je crois, non? Quel est le résultat de cette convolution? 3. 3, bravo. Pourquoi? Parce qu'ici, on a les éléments, ici, tous ces éléments sont nuls, d'accord? Et ici, le produit aussi est nul, 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 nul et nul. Donc ici, il n'y a que ces éléments qui sont non nuls. Donc c'est 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. Une autre remarque que on n'a jamais parlé de ça avant, mais ici, pour l'instant, on travaille sur des images binaires, hein. C'est-à-dire qu'on a des 0 et des 1, ou bien des 0 255. Mais qu'est-ce qui se passerait si on était dans des images en niveau de gris? C'est-à-dire qu'on aurait des variations qui vont de 0 à 255. C'est une question simple, hein, c'est pas une question piège. Je vous pose la question. N'était pas en binaire, c'est-à-dire c'est pas 0,1 ou 0,255, mais il y a un scale, hein, donc une échelle, range, qui va de 0 à 255. Est-ce qu'on peut toujours calculer de cette manière? Comment? La réponse, elle est très très simple. Allez-y.
Bon, de toute façon, c'est soit oui, soit non. Donc, il faut que vous me répondiez. Je suis pas sûre, mais je dirais que Il faut la transformer. ben oui, mais vous avez raison, c'est oui. Bah, La en fois fait, passée, on a utilisé une image avec un niveau de gris. bah oui, vous On a voyez, vous vous utilisé rappelez? le bleu, Oui, l'image du chien. oui, bravo. Bah, vous voyez, c'est le même principe. Donc, si on vous donne une image en binaire, vous savez le faire, parce que pour l'instant, on a vu quand même que des images en binaire dans les TD, parce qu'on est dans le chapitre où on est dans des images binaires. Mais si on était dans des images en niveau de gris, par exemple, où ici, j'aurais une certaine valeur, je sais pas, 12, 15, ici, ça serait 200, voilà, 200, par exemple. Ici, ça serait 0, ici, ça serait 125, je sais pas. Des valeurs de niveau de gris. Ben, c'est le même principe. C'est je multiplie ce qu'il y a dans ma matrice, dans mon kernel, avec les pixels, les valeurs des pixels, et je fais la somme. Donc, et je fais la somme, donc, et le résultat ici, ce sera une grande valeur. Ça peut être 200, ça peut être 300, ça peut être peu importe. Ce qui importe ici, c'est qu'on applique le même principe, peu importe que ce soit l'image en binaire ou l'image en niveau de gris. D'accord? Donc oui, oui, vous avez tous les deux raison. Oui. Donc ici, alors on reprend, je ferme la parenthèse, on reprend ma convolution, on indique que le résultat est égal à 3. Donc ici, c'est le pixel cible. Donc le pixel cible, il est là et le résultat est égal à 3. Donc je dessine, j'écris 3. Je fais par exemple, j'applique une autre convolution quelque part ici, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a beaucoup plus d'overlap. Donc ici, on a beaucoup plus de pixels non nuls. On a des pixels non nuls ici et des pixels non nuls ici. Donc le résultat, cette fois-ci, de ma convolution est égal à combien? 4. Bravo. Donc ici, le résultat de ma convolution, c'est égal à 4. Donc, je vais passer le tableau. Et je prends encore un autre exemple. Par exemple, ici, je suis encore descendue sur une ligne. Et d'après vous, cette fois-ci, quel est le résultat de ma convolution? 5. Ah, très bien. Alors, quand vous voyez comme ça, c'est pas très parlant, hein. Vous voyez 3, 4, 5. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vois ça ici. 3, 4, 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans mon pixel cible, qui est là. Voilà. Ici, c'est 5. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a On 5 aura pixels. donné plus d'un. Oh. Ben, allez-y, allez-y, allez-y. Je suis contente de me répondre. Ah non, si, il faut reprendre. Ah si, Amine, vous avez lancé une réponse, je veux vous Oh, écouter. il a plus d'importance, il a plus de pixels là autour de lui. Voilà. Bravo, exactement. Donc, on prend les pixels qui sont autour ici. Ici, c'est les voisins immédiats. Dans notre cas, dans notre filtre ici, c'est les voisins immédiats. Et donc, ce que ça dit, ça veut dire que ici, les voisins ici, qui sont à 0, ça compte pas. Mais mes voisins immédiats, ils ont du poids pour que je prenne, ils influencent le pixel cible que j'ai. Et donc, ce que ça veut dire, regardez, j'ai 5 pixels qui sont, qui modifient ma convolution ici et qui interviennent ici. Et en vrai, 5, c'est que quand on parle de somme, on peut dire que c'est quand je dis que je fais la somme des produits ici. Donc, j'applique ma convolution. Très bien. Je trouve que j'obtiens 5. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai eu 5 ici. Dans mon cas, c'est j'ai eu 5 pixels qui ont fait ma convolution. Et ce que ça veut dire que je transmets mes voisins qui sont non nuls, transmettent de l'information à mon pixel cible. C'est-à-dire mes voisins sont influents. Et donc, le nombre, quand on dit qu'il y a un voisinage influent, dans ce cas-là, bon, on avait un 1, donc on a renforcé la force de ce pixel. À l'origine, il était égal à 1. Ici, il est égal à 5. Vous voyez celui qui était juste là avant? Alors, on revient encore en arrière. Hein, on va revenir en arrière plutôt. Ici, il avait la valeur en noir de 0. Il s'est retrouvé avec 4. Ici, hein, on avait 0. Il a obtenu la valeur de 3. Et donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que là où il y a un voisinage non nul d'un pixel, les informations de nos voisins vont être transmises à nos pixels cibles. Donc, le voisinage transfère des informations. Et ce fait de transférer des informations à des pixels, par exemple, non nuls vers des pixels nuls, ça permet de lisser l'image. Pourquoi lisser l'image? Parce qu'en vrai, ici, on a une forte transition
de 1 vers le 0. Et ici, on dit, mais en fait, non, on va rajouter des valeurs. C'est-à-dire que les bords des objets, ils seront moins visibles, moins stricts, moins brutes. Et donc, on va smooth. En anglais, il y a ce terme qui est magnifique, qu'on appelle smoothen ou blurring. Donc, ce que fait ce filtre-là, on peut aussi l'appeler un filtre moyenneur, même s'il n'y a pas de normalisation. Mais en vrai, c'est la moyenne, quelque part. Une somme, c'est une moyenne. Et donc, ce qu'il fait, ce filtre-là, c'est il applique du blurring. C'est quoi le blurring? C'est rajouter du flou autour des objets. Donc, ici, j'ai un objet et je transmets l'information de cet objet vers le voisinage. Donc, le voisinage va hériter. Ici, tous mes voisins non nuls vont hériter, nuls plutôt, vont hériter, plutôt tous mes pixels nuls vont hériter de leurs voisins qui sont non nuls. Et on l'a vu ici, on l'a vu dans le cas ici, et on l'a vu encore. Alors celui-là n'était pas nul, mais on l'a renforcé encore avec les voisins qu'il avait. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on transmet toutes les informations du voisinage des pixels non nuls vers leurs voisins. D'accord? Donc au final, on aura des images un peu plus floues, où les bords des objets sont plus flous. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour le filtre? Le filtre numéro 3. Si on va voir tout ça sur OpenCV, c'est encore mieux peut-être. Oui, très bien, super. Donc on va le voir sur OpenCV. Vous voyez, hein, on avait ici une image qui était très nette, où les bords étaient bien définis. Donc on a de fortes transitions de 1 vers 0. Et puis là, non, ici on a des 1, ici on a des 0, ici on a des niveaux de gris. Je vais appeler ça NVG, hein, pour niveau de gris. Ça c'est un G, d'accord. Donc NVG, donc ici c'est des transitions. Et donc là, il n'y a plus de transition aussi forte. Et l'image elle est plus floue. On ne voit plus trop où sont les bords des objets qu'il y avait ici. Et donc on appelle ça en anglais blurring. Donc blur, comme ça. Vous pouvez l'écrire en anglais, mais c'est acceptable en fait si vous écrivez de l'anglais, c'est pas méchant. En français, vous pouvez dire que c'est un lissage. D'accord. Vous pouvez aussi dire que ici, dans ce cas particulier où tous les voisins sont une sorte de, si on divisait après l'image par une certaine valeur, on aurait une moyenne. Hein. Donc vous pouvez aussi dire que c'est une moyenne, hein. C'est plutôt average. En anglais, c'est average. C'est pas mean, mais average. D'accord? Donc le filtre numéro 3, il fait un blur, un lissage ou average. Bon, j'ai dit une moyenne des voisins de l'image d'origine, j'aurais pu dire blur, lissage, etc. Donc, je continue avec le filtre numéro 4. Et regardez, observez avec le filtre numéro 4, c'est que c'est la moitié de la valeur. Ici, je vais dessiner très bien. Ah, si, j'ai dessiné. Je vais effacer tout ça. D'accord. Donc, ici, pour le filtre numéro 4, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que c'est la moitié des valeurs. D'accord. Tout à l'heure, on avait 1, 1, ici, des 1 partout. Et là, on a la moitié de 1, c'est-à-dire 0,5. Et c'est la même structure que tout à l'heure, sauf qu'on a la valeur de moitié. Alors, d'après vous, sans qu'on applique à peu près, qu'est-ce qui va se passer? D'après vous, sans qu'on applique, sans qu'on fasse des convolutions. Quelqu'un de vous, j'aimerais bien que l'un de vous me dise qu'est-ce qui va se passer? À peu près. Vous préférez qu'on en essaye encore un peu? On fait des La somme, convolutions? la somme des pixels, tous les la moitié, moi. Voilà, on va le voir Tous tout de suite. les Ah, vers le zéro. exactement. On a la symétrie, donc vous savez tout à l'heure qu'on a fait l'histoire du flipping vertical et horizontal, on ne le fait pas ici. Pourquoi? Parce qu'il est symétrique. Il faut toujours vérifier. Hein. Il faut quand même vérifier, on ne sait jamais. Donc, je prends ma convolution qui est ici. C'est la même position que tout à l'heure. Hein. Donc, je viens ici. Et tout à l'heure, on avait trouvé 3. Si vous vous souvenez, ici, on avait trouvé 3. Et là, regardez ce qu'on observe, c'est qu'on a 3 pixels actifs hein, qui sont non nuls. Et donc, j'ai 0,5 plus 0,5 plus 0,5. C'était 1,5, c'est 1,5. Et tout à l'heure, on avait 3. On continue, je fais la même chose. Si je continue, je descends encore une convolution, par exemple, ici. J'aurai ces 4 pixels qui sont non nuls. Et donc ici, j'aurai la valeur de 2. Et tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, c'était 4. Ici, ma convolution, elle est target ici. Donc j'ai 5 fois 5 ici. Donc j'aurai ici... Attendez, je vais passer. Ah, attendez. On est par exemple ici. Donc c'est mes pixels qui seront non nuls seront autour d'ici. Et j'aurai 5 fois 0,5, c'est-à-dire 2,5. Donc ici, j'aurai ici un 2.
Ici, j'aurai 2,5. Et effectivement, c'est la moitié des valeurs de tout à l'heure. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça applique le même blurring, le même lissage que le filtre numéro 3, mais à moitié moins effectif, à moitié moins efficace que ce que faisait le filtre numéro 3. Donc, regardez l'image originale et la convolution numéro 4. Alors, comme ça, visiblement, c'est pareil que la convolution numéro 3, mais en vrai, c'est pas la même chose. Et pourquoi en apparence c'est pareil? Parce que OpenCV, parce que Matplotlib, lorsqu'on affiche une image, les images qu'on affiche avec IMShow sont des images normalisées. C'est-à-dire que peu importe les valeurs de mes... Et vous allez apprendre après la normalisation, de toute façon, je pense qu'en plus vous allez avancer, plus vous allez apprendre la normalisation. Une normalisation, ça fait quoi? C'est que j'ai un signal à l'origine, ici une matrice, qui a des valeurs qui vont de 0 à 250 ou peut-être 400 ou peu importe, et je dois les normaliser, c'est-à-dire les convertir vers un signal ou une matrice qui contient uniquement des 0 et 251. Et c'est pour ça que le résultat ressemble, est le même que celui qu'il y avait dans la convolution numéro 3. C'est à cause de la normalisation. Mais en vrai, le résultat des matrices, bah, lui, il n'est pas le même. C'est ce qu'on va voir dans le prochain slide. Donc, on reprend. On va voir, jetons un coup d'œil de plus près au niveau des pixels à l'aide d'OpenCV. Donc, je reprends mon image ici. Alors, comme ça, oh là là, c'est pas joli. Hein. Je reprends l'image de la... Oups, pardon. Donc, ça, c'est avec la convolution numéro 3. Ça, c'est avec la convolution numéro 4. Alors, c'est un petit. On va essayer de zoomer sur quelques éléments. On peut regarder ce que j'observe. Je prends un élément au hasard ici. De là, alors ça, c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc, la troisième ligne, deuxième colonne, c'est 765. Je reviens ici, donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, deuxième colonne, 382. Et donc, si je fais 765 divisé par 2, j'obtiendrai 782,5. C'est ce qu'on observe ici. Donc, ça se confirme ce qu'on a vu tout à l'heure entre la convolution numéro 3 et numéro 4. Je prends encore d'autres pixels au hasard. Regardez, là, j'ai 1024 et j'ai 500, plutôt 1020. Là, j'ai 510. Ici, j'ai 255. Ici, j'ai la moitié, c'est 127,5. Et je continue, etc. Et donc, la valeur des pixels, la convolution, sont de moitié par rapport à celle de la convolution numéro 3. Donc, ça confirme ce qu'on a dit. D'accord? Donc, on a terminé avec l'exercice numéro 1. Est-ce que c'est clair les convolutions pour tout le monde? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Non, oui, oui, madame. Ah non, d'accord. Alors c'est moi qui ai une question. Est-ce que vous avez vu les convolutions en cours? Est-ce que vous avez fait Oui. un exemple? Très bien. Est-ce que vous appliquez le padding ou pas? Est-ce que c'est de cette manière, juste pour confirmer? Oui, non, oui. J'attends une réponse. Oui. Il n'en a pas vraiment parlé. Justement, il y avait une petite ambiguïté dans le chapitre. Je n'avais pas su quelle fonction d'OpenCV utiliser. Donc, moi, j'ai pris celui qui est défini dans le cours. D'accord? Donc, si je reprends le cours ici, j'ai pris celui qui est défini. Dans le cours, ce que vous avez ici, c'est... Regardez. Vous l'avez d'un point de vue image processing. D'accord? Donc, vous avez la convolution définie par l'image processing. Donc, je viens ici. Regardez. Je descends, donc c'est pas ici. Donc, la convolution, on l'a vu ici. Ah, plutôt, on l'a fait avec... Voilà, on inverse le signal, donc on prend une fonction, on inverse le signal de mon filtre et je fais le somme des produits. Donc ça, c'est vrai, on l'a fait dans une seule dimension, on vient de le faire maintenant en 2 dimensions. Il y avait ce problème de padding, donc il est là. Vous voyez, vous l'avez vu en cours. Il est là le padding. On rajoute autour de mon image la moitié de ce qu'on avait dans mon kernel. Et ici, ce sont les 3 solutions. Ignorer les bordures, c'est-à-dire remettre des zéros, pas de constant value, c'est-à-dire mettre par exemple ici des valeurs constantes, une valeur constante. Pas de with a reflection, c'est le miroir, c'est la manière miroir que fait OpenCV. Il y a d'autres manières aussi qu'OpenCV fait, mais on ne va plus en parler. Voici les manières qui existent. Donc, vous appliquez la convolution de la manière qu'on vient de voir aujourd'hui en TD. D'accord? Comme ça, on est réglo, comme ça, c'est uniforme et on est bien en phase avec le cours. D'accord? Et donc, voici, par exemple, voilà les filtres
qu'on a fait en TD aujourd'hui, ben, ils sont là. Vous voyez ici, c'était le 1 au milieu. On voit que c'était le f de x convolué avec ce filtre-là. Ça me donne l'image originale. Et ben ici, c'est la même chose. Regardez ce qui se passe ici. C'est le filtre quand on avait le 1 tout en bas, dans le coin. Et on revient. Donc on retourne le signal. Et on voit que l'image, elle est décalée vers le bas. C'est pareil avec ici. Donc ici, c'est la moyenne, toujours. C'est la moyenne. Ici, on voit que l'intensité, elle est forte parce qu'on a fait une grande moyenne. Et ici, non, elle est de moitié. Bon. Ici, on n'a pas eu d'image, non, c'était très visible, mais c'est pas grave. Et donc, on arrête avec le couple, là. Donc, est-ce que c'est clair pour les convolutions aujourd'hui, ce qu'on a vu en TD et en cours? Est-ce que c'est clair comment on a fait les convolutions? Oui, c'est clair. Super. Très bien, là, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, je vais juste quand même faire un petit rappel. Mais je vais quand même faire un rappel parce que c'est important. Alors, je reviens à la première slide. C'était celui-là, le premier slide. Oups. Oh non, oh là là, ce sera long. On est ici. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On prend l'image, on lui rajoute un padding et on fait les convolutions. Pour l'image, ça c'est pour le padding, et on n'oublie pas de retourner le signal. Donc, il y a deux choses à faire. On retourne le signal, on rajoute le padding et on applique les convolutions. C'est aussi simple que ça. D'accord? Et la question qu'on va vous poser, évidemment, c'est qu'est-ce qui fait le filtre? Donc, c'est selon les résultats que vous obtenez, vous allez évaluer ce que fait le filtre, j'allais dire Gaussien, le filtre que vous êtes en train d'appliquer, le filtre de convolution que vous êtes en train d'appliquer. Donc, est-ce que c'est clair? Je reviens plus sur les convolutions. Oui, c'est clair. Très bien. Alors, on avance. On va directement. Alors, je vais mettre tout ça. Et on va directement à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2, on est là. Donc, ça, c'est l'exercice numéro 1. Et là, alors, l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'il nous dit? L'exercice numéro 2, il nous dit la chose suivante. Pour une valeur K, sigma plutôt égale à 1, calculez les valeurs du masque gaussien de taille K égale à 5. K fois K égale à 5. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'est un filtre gaussien? Vous l'avez vu en cours, c'est au milieu du chapitre 3. Oui, bravo. Donc, le filtre gaussien, c'est quoi? C'est un filtre linéaire. D'accord? Pourquoi le filtre gaussien, il est intéressant? Normalement, vous l'avez vu en cours. Donc, je vous pose la question. C'est comme si que je vous interroge, comme si je suis une interro. Pourquoi le filtre gaussien est plus intéressant qu'un autre filtre que les filtres qu'on a vus, par exemple, tout à l'heure? Avant qu'on passe à l'exercice, je vous pose une question. Est-ce que vous savez pourquoi le filtre gaussien, il est plus intéressant? Non, oui, non. Il faut me répondre. Comme ça, je passe. Comme ça, je sais. Parce Hein. que, parce que c'est dans un filtre gaussien, on obtient le même résultat si on fait les lignes pour les colonnes. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et donc c'est un filtre symétrique. Ok. Il est symétrique et quoi d'autre? Mais vous êtes proche, vous êtes très plus proche de la solution que vous croyez. Et continuez, s'il vous plaît, allez-y. Vous êtes très très proche de la solution. Je reprends l'image du filtre gaussien. Regardez. En termes de complexité? Non, non, pas encore en termes de complexité, non. Regardez le dessin d'un filtre gaussien. Regardez comme il est. Bon, les jeux, qu'est-ce qu'il a? Bon, on observe les lignes et les colonnes, c'est la même chose. C'est très intéressant, c'est la symétrie. Donc, si j'applique les lignes ou les colonnes d'abord, bah, c'est super. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a, il n'y a pas la même shape qu'on avait, par exemple, avec les filtres qu'on avait tout à l'heure, les filtres carrés. On va appeler les filtres square. Voilà, ici. Ici, on avait des filtres qui étaient rectangulaires ou carrés. D'accord? Ici, on n'a pas des filtres rectangulaires, on a des filtres qui forment un cercle. Et cette propriété du filtre gaussien, enfin, ce n'est pas le seul filtre qui est comme ça, mais on va appeler ce genre de filtre fuzzy filters. D'accord? Des filtres flous. Et les filtres flous, ce qu'ils font, le fait qu'ils sont en cercle, en cerceau et pas en carré, le fait qu'il y a une dégradation des niveaux. Alors, vous voyez, quand on est au centre,
l'intensité de mon filtre, elle est importante. Et plus je m'éloigne du centre, plus ces valeurs vont diminuer. Alors, je regarde les valeurs du filtre dépendent du valeur centrale. J'en dégrade. Exactement. Les valeurs du filtre vont se dégrader. Cette dégradation, elle me permet de faire beaucoup de choses. Elle me permet quoi? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les pixels qui sont tout au centre, ils auront beaucoup, beaucoup plus d'importance que ceux qui sont à l'extérieur, que mes autres voisinages. Donc, il y a une pondération de ma convolution. Il y aura un poids à certains voisins que d'autres voisins n'auront pas. Et cette propriété, elle permet d'avoir un blurring, parce qu'au final, on fait des blurring, on fait des lissages. C'est ça les filtres, c'est lisser une image. On fait quoi? On va faire un blurring. Mais ce blurring, il va me permettre, cette propriété gaussienne, elle va me permettre de garder l'intensité de mes pixels, d'effacer quelques bords qu'on a vu tout à l'heure, on efface les bords, mais au centre de mes pixels, je garde l'intensité de mes pixels. Vous voyez tout à l'heure quand on était là, regardez. Oups, non, je suis descendue trop bas. Voilà. Oh, je suis descendue trop bas. Ici. Vous voyez ici, quand on applique un filtre carré, ceux qui étaient au centre, ben, ils s'effacent très rapidement, au détriment de ce qu'il y a au voisin. Alors que le fait qu'on dégrade, les pixels qui seront au milieu, ils vont garder leur intensité, ils vont garder leur valeur et ils seront moins influencés par leurs voisins. Cette propriété en imagerie, quand on l'applique sur des vraies images, elles permettent d'avoir des images qui contiennent des couleurs claires. Par exemple, si je suis dans une image couleur, les couleurs des objets, elles sont claires, même si autour de ces objets, il y a un flou. Et l'intensité de ces objets, elle est préservée. Et ça, c'est très, très beau visuellement. C'est bien plus beau que ces carrés un peu bruts qu'on applique sur les images. Mais on va le voir un petit peu après. De toute façon, on va faire quelques démonstrations. Donc ça, c'est pour la partie théorique. Je ne sais pas si vous en avez parlé, peut-être que vous l'aurez, je ne sais pas. Hein. Il faut toujours se poser les questions. Pourquoi gaussien, c'est intéressant à étudier. Donc le gaussien, il est mieux que les filtres carrés, c'est parce que, il est symétrique, comme votre camarade vient de le dire, parce qu'il y a une dégradation, et cette dégradation, elle permet de pondérer l'influence des pixels voisins de ma convolution, et donc de préserver la nature des pixels originaux. Ils ne seront pas forcément dégradés, puisque les voisins qui sont loin, les voisins n'ont pas la même degré d'influence que le pixel d'origine, par exemple. Donc, on garde l'intensité des pixels, on garde l'intensité à l'intérieur de mes objets et on ajoute du flou, donc on efface les détails inutiles qu'il y a autour des objets, qu'il y a dans les bords, etc. Et ça, c'est très beau. Donc, voici la réponse à la question. D'accord? Donc, maintenant, on va passer directement à l'exercice. Je reprends mon souffle, pardon. Alors, la question, elle est la suivante. Pour une valeur sigma égale à 1, calculez les valeurs du masque gaussien de taille k fois k égale à 5. Alors, je vous pose la question, comment on fait pour calculer le filtre gaussien? Ce filtre ou cette dégradation, comment on fait pour les calculer? Allez-y, allez, la réponse, elle est très très simple, allez-y. Allez, il y a une formule, oui, il y a une formule, et la voici. Donc la formule comme ça, oh là là, c'est pas joli à voir, quand vous avez des exponentielles, etc. Mais on va la décortiquer simplement. N'oubliez pas qu'on est informaticien, et les maths, c'est juste des algorithmes pour nous. C'est pas que des maths, c'est des algorithmes. Donc on va prendre doucement. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, c'est des I et J. Les I et les J, c'est des coordonnées dans une image. Le sigma, il est donné, c'est celui qu'on nous a donné ici. Donc c'est un paramètre qui est donné, qui est fixé. Pi, c'est une constante. Exponentielle, c'est une formule mathématique. Bon, en fait, on a tout le matériel pour calculer ça. Maintenant, il nous demande comment on fait ce I au carré, IJ au carré. Il faut se rappeler une chose, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que c'est symétrique, c'est-à-dire qu'il faut trouver un axe, un point, des axes qui me permettent d'obtenir une symétrie à l'image, et c'est comme ça qu'on va le créer. Donc, traditionnellement, une image, elle commence de là, donc ce sera 0, 1, 2, 3, 4. Donc, pour 5 lignes, 5 colonnes, on aura quelque chose comme ça. Dans le cas où on travaille sur la gaussienne, on a besoin d'axes de symétrie parce que mon filtre est symétrique, c'est-à-dire ce qui va se passer ici, je vais le retrouver, ce qu'on va retrouver ici, je vais le retrouver là. Donc, il y aura un axe de symétrie dans les deux sens, dans ce sens-là et puis dans ce sens-là. Il y aura une symétrie globale dans mon image. Et cette symétrie, comment on l'implémente? Pour faire très très court parce qu'on n'a pas trop le temps,
Ben, en fait, le pixel qui est au milieu, ça sera l'origine qui était à la base ici. L'origine va se déplacer ici. Donc, ça va me permettre d'obtenir une symétrie. C'est ça mon axe de symétrie. Pour cela, je déplace mon origine ici. Et donc, mon origine ici, ce sera 0. C'est seulement, en fait, il faut comprendre que c'est seulement un changement d'axe, hein, d'accord? Donc, j'ai 0, 0. Donc, tout ce qui se retrouve ici, ça sera, aura des coordonnées négatives. Ici, ça sera positif. Ici, ça sera négatif. Ici, ça sera positif. Donc, ce sera comme ça. Au lieu de tout d'avant, on avait un axe comme ça. D'accord? Est-ce que c'est clair cette histoire d'axe? Il faut juste l'accepter. Accepter-le comme si c'était juste un changement d'axe, tout simplement. D'accord? Donc, il faut l'accepter comme ça. Donc, on a ce changement d'axe. Donc, au final, mes coordonnées, elles commencent de 0, moins 2. Ici, c'est 0. Donc, ici, j'ai 0. Ici, à droite, j'aurai 1 et 2. Ici, j'ai 0. Donc, en haut, j'aurai moins 1, moins 2. Je recule. Ici, j'avance. Donc, j'aurai plus 1, plus 2. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que on va tout simplement appliquer la formule. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que la formule, elle commence par i au carré plus j au carré. Ce sont mes i, d'accord? Ici, ce sont mes j. Et donc, on va s'amuser à calculer i au carré plus j au carré. D'accord? Donc, vous suivez avec moi, vous participez, et on essaye doucement, donc on va parcourir cette matrice, et on va calculer i au carré plus j au carré, sachant que ça, c'est mes i, ça, c'est mes j. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On aura 2 au carré plus 2 au carré, c'est égal à combien? 8, bravo. Je continue. Ici, je suis allée trop vite. Donc, 2 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire 4 plus 1, c'est 5. Je continue. 2 au carré plus 0, c'est 4. 2 au carré plus 1, c'est 5. Et 2 au carré plus 2 au carré, c'est 8. Et vous observez déjà qu'on a une symétrie. Le 8 ici, il se retrouve là. Le 5 ici, autour de cet axe principal. Très bien. On continue. On a 1 avec le 2, c'est 1 au carré plus 2 au carré, c'est 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Je continue 1 et 1, ça donne 2. 1 et 0, c'est 1. 1 et 1, c'est 2. 1 et 2, c'est 1 avec le 2, ça me donne 5. Et donc, vous remarquez encore une fois, c'est symétrique. On continue. Je continue. Alors que 0 avec 2 au carré, ça donne 4. 0 avec le 1 au carré, ça donne 1. 0 avec 0, ça donne 0. 0 avec 1 au carré, c'est 1. 0 avec 2 au carré, c'est 4. Encore une fois, vous observez que c'est symétrique. Bravo, oui, exactement, c'est 4. Bravo. On continue. Ici, on a 1 avec le 2 au carré, c'est-à-dire 1 plus 4, c'est égal à 5. Je continue. Le 1 et le 1, ça donne 2. Le 1 avec le 0, c'est 1. Le 1 avec le 1, c'est 2. Le 1 avec le 2 au carré, c'est 5. Donc, encore une fois, on observe que c'est symétrique. Pareil, on a le 2 avec le 2 au carré plus le 2, moins 2 au carré, c'est 4 plus 4, c'est égal à 8. Ici, c'est 5, ici, c'est 4, ici, c'est 5, ici, c'est 8. Et si vous remarquez, c'est qu'on avait cette symétrie comme ça, mais on a cette symétrie également dans ce sens-là. On a 8, 5, 4, 5, 8. Donc, on a cette symétrie dans les deux sens. Et donc, si je prends, regardez ça, c'est mon pixel central, c'est mon origine, tous les pixels qui sont dans cet axe, ils sont symétriques. J'ai le 2 avec le 2 et là, son voisin, le 1, etc. Le 5 avec le 5, le 4 ici avec le 4, le 5 avec le 5, le 8 ici, le 5, etc. Si je vais dans n'importe quel sens de mes deux axes, je vais trouver une symétrie. Est-ce que c'est clair cette histoire de symétrie? Oui, Très bien. Super. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de faire? On vient de calculer i au carré plus j au carré. Donc, c'est quoi la prochaine étape d'après vous? On a calculé cette partie, le nominateur. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qu'il faut que je calcule? Hein, on va diviser, on va faire quoi? On a calculé ça en V. On continue, hein, tout simplement, on continue avec la formule. Donc, on a calculé le i plus j au carré. Qu'est-ce qui se passe? On va calculer ce coefficient. Ce terme-là, c'est quoi? C'est divisé par sigma au carré et divisé par 2. Donc, c'est divisé par 2 fois sigma au carré et multiplié par moins 1. Vous voyez qu'ici, il y a un signe négatif. C'est ce qu'on va faire. Donc, je passe au suivant. Donc, je reprends ma formule et regardez ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris mon i plus j au carré qu'on avait tout à l'heure et je l'ai multiplié par moins 1 et je l'ai divisé par 2 sigma. Vous voyez, c'est tout ce terme qu'il y a au-dessus de l'exponentielle. Vous pouvez l'appeler x et ça, on va l'appeler grand x, d'accord? C'est ça, grand x, d'accord? Donc, on a grand x, donc on prend là ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on a 4. Tout à l'heure, on avait 8. Hein, donc, 8 divisé par 2 et multiplié par moins 1. Ça donne moins 4. Tout à l'heure, on avait ici le 5
Vous vous rappelez, ça donne moins 2,5. Ici, on avait le 4, donc on aura moins 2. Ici, c'est symétrique, donc on ne continue pas. Je ne vais pas m'amuser à refaire. C'est pareil, c'est la symétrie. Ici, on avait un 2, moins 2, donc ça, plutôt un 2, quand on divise par 2, c'est 1. Et je multiplie par moins 1, donc ça devient moins 1, etc. Donc je continue comme ça, j'applique cette formule tout simplement qu'on vient de calculer dans le tableau précédent, et je divise par 2 et je multiplie par moins 1. J'obtiens cette matrice-là. On observe que toutes les valeurs sont négatives, négatives plutôt, et on a bien sûr, évidemment, on préserve la symétrie parce que c'est linéaire. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe après? On observe, c'est quoi? C'est quoi la suite? Ben, j'applique l'exponentielle. On a tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On applique l'exponentielle. Donc, j'applique l'exponentielle de tout ça. Et regardez ce que ça donne. Ben, ça donne ces valeurs comme ça. Voilà, on a fait ces valeurs, on les a calculées, ça donne des valeurs comme ça. Vous vous rappelez qu'ici, on a multiplié tout par moins. C'est important parce que quand on a dans l'exponentielle, on a quelque chose comme ça. D'accord? Donc, la fonction exponentielle, elle est comme ça. Ici, c'est 0, ici, c'est 1. Et en fait, plus c'est négatif, plus ça s'éloigne, plus ça se rapproche de 0. Donc, les valeurs, plus elles sont proches du 0, du côté négatif, plus elles sont élevées. Et donc, là où avant, par exemple, ici, on avait quelque chose d'éloigné, vous voyez, en fait, ces coefficients, ça dit, regardez, observez quelque chose. Ces coefficients ici, qu'on a ici ou qu'on a là. Attendez, regardez, on va revenir encore en arrière. Ici, regardez. Ici, c'est mon axe principal. C'est mon point d'origine. Donc, regardez, les voisins immédiats, ils ont une petite valeur. Et plus je m'éloigne, plus ils auront une grande valeur. C'est-à-dire, c'est le degré de proximité de ces voisins par rapport à mon origine. D'accord? Très bien. De toute façon, il n'y a rien de sorcier pour ça. On continue. Quand j'applique je divise par 2 que je multiplie par moins 1. Je transforme toutes ces valeurs en des valeurs négatives. Donc, ici, c'est un 0. Ici, j'aurai des valeurs qui sont plus proches du 0. Et là, on s'éloigne du 0. Donc, dans mon graphe, quand j'applique l'exponentielle, les valeurs qui étaient là, qui étaient proches du 0, par exemple 0, moins 1, moins 0,5, qui sont là, elles ont des valeurs d'exponentielle plus élevées qu'une valeur comme moins 4, qui est ici. Et donc, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'au final, ici, dans ma gaussienne, les valeurs qui sont proches du centre auront une plus grande force, un plus grand poids, une plus grande intensité, plus que les éléments qui sont à l'extérieur. Donc, plus on s'éloigne, plus le degré de distance est loin, plus le degré de distance, oui, ben voilà, plus le degré de distance est élevé, plus l'exponentielle va diminuer. Et donc, plus l'intensité va diminuer. Ça, c'est une jolie fonction, l'exponentielle qu'on vient d'utiliser. Donc, vous comprenez ce qu'on a fait là tout à coup? Donc, on a fait l'exponentielle, on a ces valeurs-là. On observe qu'ici, on a 1, ici, on a 0,6. C'est bien, c'est très, très loin de mon origine. On a une très faible valeur. D'accord? Donc, ça, c'est pour 0, c'est pour 5 fois 5. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Là, on a calculé tout ça. Il me reste divisé par 2pi sigma au carré. Alors, sigma au carré, c'est facile, c'est égal à 1. Donc, j'ai pas de problème. Et 2pi, c'est quoi? On va fixer pi à 3,14, d'accord? Donc, ça sera 2pi 3,14. C'est plutôt ces valeurs-là qu'on va diviser par 2pi 3,14. Et donc, quand on applique ça, on obtient quelque chose comme ça. D'accord? Donc, voici la matrice qu'on obtient avec ces coefficients-là. D'accord? Est-ce que c'est clair comment calculer les valeurs du masque gaussien pour une taille k égale à 5? Oui. C'est bien? C'est clair? Vous n'avez pas de questions? Très bien, super. Ben, on va voir un petit peu quelques propriétés. Alors voilà, on va passer, on va pas reprendre tout le code, il est quelque part ici. Alors, il est là le code. On ne va pas s'amuser à le faire maintenant, on va juste regarder les résultats. Mais je me suis amusée à coder ça, à le faire, à le calculer avec cette formule-là. Regardez ce qu'on obtient. Alors avec des chiffres bien plus précis que les miens, mais c'est les mêmes valeurs qu'on a obtenues tout à l'heure. D'accord? Donc on avait 1,57, etc. Bon, voici 0, etc. Et donc voici quand on affiche le filtre, il le voici, avec Python et NumPy. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le pixel au centre, il a une forte intensité, et il y a une dégradation dans tous les sens. Donc, il y a cette symétrie et cette dégradation qui est dans tous les sens. D'accord? Et ce filtre, il est magnifique. Le filtre gaussien, c'est un filtre par excellence. Et vous allez le voir un petit peu après dans l'affiché qui est le résultat. Donc, ici, on a appliqué, alors, ça, c'est avec c'est sigma égale à 1. Et puis, je me suis amusée un petit peu à changer les sigmas. Regardez, j'ai fait sigma égale à 5. Regardez ce qui se passe.
Hein, donc, on a des valeurs qui sont encore plus étendues. Donc, là, tout à l'heure, on avait des valeurs, on avait des valeurs on avait une sorte de petit dôme. Parce que vous vous rappelez, les gaussiens, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Donc, quand on a un sigma qui est petit, c'est la standard, c'est la déviation. On a un petit dôme, et lorsqu'on a un gaussien qui est très grand, on aura un plus grand dôme. On aura un dôme ou plutôt un dôme qui est étalé comme ça. D'accord? On aura un plus grand dôme, comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est par exemple, c'est 5. Ça, c'est égal à 1. D'accord? Vous vous rappelez un petit peu, c'est quoi les gaussiens? Hmm. Vous n'avez jamais fait gaussien en probabilité? Oui, non. Non. Ah, bah alors un filtre gaussien, c'est quoi? Alors, je vais revenir à votre chapitre. Peut-être qu'il y a une jolie image pour ça. Ben voilà, c'est ça une filtre gaussien. C'est ça une fonction gaussienne. D'accord? Ça ressemble à ça. Mathématiquement, c'est ça. Vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit, plus on est au centre, plus l'intensité elle est élevée. Et plus on s'éloigne, plus elle descend. Cette descente, cette courbe qui fait que ça descend, elle est paramétrée par le sigma. Si mon sigma est faible, c'est-à-dire que ce dôme sera très haut et il y aura une grande pente, d'accord? Et plus le sigma est grand, à l'inverse, on aura une pente qui descend plus progressivement. On va le voir là tout de suite. Hein. Regardez ce qui se passe quand je modifie le sigma. Le sigma, dans ma formule, il intervient quand? Il intervient ici. Vous vous rappelez? Avant, au départ, on commence par les mêmes valeurs. On a I au J au carré. Là, j'ai pas de problème. C'est qu'une fois que je divise par sigma au carré, oups, c'est pas ça. Voilà, comme ça, je fais moins, que c'est ici qu'il intervient. Donc, si j'augmente la valeur de mon sigma ici, qu'est-ce qui va se passer? Toute ma fraction sera plus petite. Et si, c'est-à-dire que cette valeur qui sera ici, elle sera plus proche de cette valeur, et cette valeur, et cette valeur. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si toutes mes valeurs sont très proches de 0, parce que j'aurai un grand dénominateur, et le dénominateur, lui, ne change pas, c'est-à-dire ma fraction, elle descend, elle diminue en termes de valeur, et si ces valeurs sont moins importantes, alors, si mes valeurs, par exemple, ici, j'avais un sigma qui est égal à, à 3, j'aurais 3 au carré, c'est au carré ici. Donc, j'aurai 2 fois 3 au carré, c'est-à-dire 18. Donc, j'aurai cette valeur i au carré plus j au carré divisé par 18. C'est-à-dire que la distance qui est ici, tout va tendre de plus en plus vers 0. Et donc là, la distance qu'il y avait, par exemple, entre le 4 et le 0, ici, on avait une distance de 4. Ici, bon, elle sera encore plus petite. Et donc, on réduit cet espace-là. Et lorsqu'on réduit cet espace-là, c'est-à-dire que la pente, cette pente qui était importante lorsque le sigma est petit, dans quelque chose comme ça, sigma égale à 1, par exemple. Et lorsqu'on a sigma, je ne sais pas, moi, sigma égale à 5, ou je sais pas, moi, à 3, on aura quelque chose comme ça. Voilà, je dessine très mal, hein. Pas comme ça, c'est une cloche. Hein. Ça reste une cloche. Pourquoi? Parce qu'on a étalé ces valeurs-là. Et donc, ça, on appelle le sigma. Eh ben, allez, je fais beaucoup, je devance un petit peu. Je devance un petit peu. La question qui est la suivante dans le TD, elle est là. Quel est l'effet d'augmenter la valeur de sigma dans le masque? Ben, je viens de répondre, mais bon, je vais quand même continuer. Alors, le paramètre sigma, c'est un paramètre, hein, contrôle l'étalement, contrôle l'étalement de la distribution gaussienne. C'est-à-dire qu'augmenter le sigma va diminuer la pente de ma cloche, parce que ça ressemblait à une cloche, la fonction gaussienne. Et donc, là où on a un sigma qui est égal à 1, où on a une forte intensité ici, et rapidement une dégradation très très forte autour de mes voisins proches, ici où on a k égale à 11 avec sigma qui est égal à 2, regardez, plutôt c'était sigma égale à 1, je crois. Je pense que c'est sigma égale à 1, on va voir, je vais voir dans le code. Qu'est-ce qui se passe? On a une intensité, mais cette intensité par rapport à mes voisins, elle descend graduellement. Cette intensité ici, elle n'est pas aussi forte qu'ici. Et mes voisins ici, ils sont aussi moins intenses qu'ici, etc. Et cette dégradation, elle est une pente plus souple, plus douce. D'accord? Donc ça, c'est la différence. Et cette différence, elle permet de faire quoi? Quand on augmente la distribution, c'est-à-dire qu'on l'étale, c'est-à-dire que mon filtre, on donne plus d'importance à nos voisins qui sont un peu plus distants. Lorsqu'on a un sigma qui est petit,
les voisins qui sont distants ont moins d'importance que ceux qui sont proches. Lorsque mon sigma est plus élevé, par exemple si sigma égale à 2, qu'est-ce qui se passe? Je donne plus d'importance à un plus grand rayon de voisins. D'accord? Donc j'ai un plus grand rayon de voisins et donc ils ont plus d'importance, ils ont plus d'influence dans mon pixel. Et donc si j'applique une convolution avec un filtre gaussien avec des sigmas différents, qu'est-ce qui va se passer? Je vais obtenir un plus grand flou. Pourquoi? Parce que mes voisins qui sont plus loin ont plus d'influence que ici. Ici, lorsque mon sigma est élevé, mes voisins éloignés auront plus d'influence. Lorsque mon sigma est petit, mes voisins éloignés auront moins d'influence. Donc ici, on gardait la netteté. Ici, on a plus de flou. Donc l'image qu'on obtiendra sera plus floue. D'accord? Et donc, on aura une plus grande perte de détails. Donc c'est ça la réponse à la question. Lorsqu'on change la valeur du sigma, euh, on augmente la distribution, qu'on appelle ça un étalement, parce que le sigma contrôle l'étalement de ma distribution, et augmenter la distribution de mes pixels, de ma gaussienne, de mon filtre gaussien, ça augmente, si j'applique une convolution avec ce filtre, ça va augmenter le flou. D'accord? Et si j'augmente le flou, j'aurai une plus grande perte de pixels, de petits détails dans mon image. Donc ça, c'est une bonne chose, ou ça peut être une bonne chose, ou peut-être pas une bonne chose. Donc le sigma est un paramètre important. D'accord? Est-ce que c'est clair la réponse à cette question? Oui, super, très bien. On passe à la... Alors, voici un exemple. Voilà. Regardez l'image originale. Voici sigma avec 5 fois 5, sigma égale à 1, avec 5 fois 5. Ici, c'est sigma égale à 2, 11 fois 11. Et regardez ce qu'on observe, c'est que par rapport à sigma 1, on a une image qui est plus floutée. Ah, avant d'arriver à là, je veux que vous observiez ici, regardez sigma, ici, regardez ce que ça fait. Vous voyez ici, l'intensité des pixels, elle est préservée. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à distinguer les objets, on arrive à pouvoir, peut-être, si c'était une image couleur, on le verrait encore mieux, parce que ça veut dire que la couleur, elle est préservée. Mais autour des objets, ici, vous voyez, il y a un blurring. Mais à l'intérieur des objets, non. Il n'y a pas un grand changement. D'accord? Je prends un objet ici, un objet là. J'aurai pas exactement les mêmes valeurs d'intensité, mais leur valeur d'intensité n'est pas très forte. On a une image qui est bien préservée en termes d'intensité. Elle est jolie, cette image au milieu. Le sigma est parfait. Regardez ce que ça donne un beau flou. Alors qu'ici, là où on a augmenté le sigma, c'est-à-dire qu'on a augmenté le flou, il dérange cette fois-ci. L'image, elle est trop floue, on n'arrive à rien distinguer. Et donc, ça confirme ce qu'on vient de répondre à la question, la première question, la première question de l'exercice, qui est l'effet du sigma sur l'image. Donc, les sigmas, c'est l'étalement. Si on augmente, ça va augmenter la distribution. Et si j'augmente la distribution, ça va augmenter le flou. Donc, ça, on a répondu à cette question. On passe à la question suivante. Donc, la question suivante, elle dit quoi? Donc, ça, c'est ça. Oups. Oups. Y a-t-il un intérêt à augmenter sigma sans augmenter la valeur de K? Cette question, elle est très intéressante. On va directement plonger à l'intérieur des matrices. D'accord? Donc, je vais prendre une des matrices qui sont de valeur fixe. Donc, K égale à 5 fois 5. Donc, ce sera 5 fois 5 dans les 3 cas. Et regardez ici, donc, quand on a sigma égale à 1, regardez ce que vous observez. Sigma égale à 3. D'accord? Et puis, sigma égale à 5. Donc là, je vous pose la question, qu'est-ce que vous remarquez? On ne voit pas la différence entre sigma est égal à 3 et sigma est égal à 5. Exactement. Absolument. Donc, au sigma égale à 1, bon, ça va. Donc, on avait dit tout à l'heure qu'on augmentait le flou. Ben, c'est bien. Mais regardez dans la diapo précédente, on avait ici sigma égale à 1, mais pour un kernel qui égale à 5 fois 5. Et ici, on a un sigma qui égale à 2, mais pour un kernel qui égale à 11 fois 11. D'accord? Et vous vous rappelez, peut-être que vous l'avez vu en cours. On va revenir au cours, qui est là. Je pense qu'il est là. Oh non, j'aurais dû pas ouvrir. C'est pas grave. Dans le cours, on vous dit quelque chose qui est assez sympa. Il est un peu, on ne voit pas trop bien, d'accord, mais on vous dit quelque chose et on vous le montre ici. Ouais, vous avez un sigma qui est égal à 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5. Vous voyez, la valeur de K, elle augmente progressivement au fur et à mesure qu'on augmente le sigma. Il y a une règle un peu tacite, qu'on ne dit pas, c'est que si on applique que K, la valeur de K, elle sera plus ou moins égale à 2pi fois sigma.
Donc, dans le cas, par exemple, où sigma égale à 1, donc si on multiplie par 2pi, on va dire que c'est 6. On ne prend jamais de chiffre pair, donc ça sera toujours un filtre impair. Donc, ça sera égal à 5, par exemple. Si je prends sigma égale à 2, 2 fois 6, ça sera 12, donc je prends un filtre qui sera égal à 11, etc. Donc, à chaque fois que vous changez un sigma, le cas va changer. Il y a une règle, elle est là, c'est celle-ci. Rule of thumb. Alors, c'est un pouce. C'est une règle un peu... en vrai, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est quand même ça permet de préserver la forme gaussienne par excellence. Donc, on a un cercle parfait au centre, d'accord, avec la même distribution, etc. Et donc, cette propriété, elle est intéressante. On l'a vu tout à l'heure, on augmente le flou, ça permet d'augmenter le flou. Maintenant, si je ne change pas la taille de ma matrice, donc de mon kernel plutôt, et que je change quand même le cinéma, eh ben on voit bien qu'à un certain moment, ça ne fait pas grand-chose. Vous voyez qu'avec le 3 et le 5, ça ne fait pas grand-chose. Donc, on va le voir ainsi, on va l'appliquer directement sur des images. Donc, j'ai l'image originale, j'applique un filtre, un sigma, donc sigma 1 sur un filtre de 5 x 5. J'applique là, oh, ça c'est égal à 3, hein. Je me suis trompée. Je vous prie de m'excuser. Ici, c'est 3 x 3, c'est pas 1, c'est 3 x 3. Je vais vous le montrer tout de suite. Il est là. Voilà, il est là. Voilà, c'est ça. Si, c'est ça. On va se reconnecter. Oups. Voilà, c'était celui-là. C'était sigma égale à 3 x 3. Donc, est-ce que je l'ai appliqué sur... est-ce que je l'ai appliqué sur une image? On va redescendre. On va redescendre. C'est 5 x 5. Ouais, c'était celui-là. Ah, c'est pas ça. Oups. Je vous prie de m'excuser. On est là. Moi, j'ai pas changé les valeurs de sigma. C'est ici. Alors, regardez ici. Voilà, c'est bon. Vous arrivez à voir le code? On va voir ici, puis c'est tout. Dites-moi si vous arrivez à voir. Oui, D'accord, très bien. Voilà, l'image originale, elle est quelque part là. Elle est là, voilà. Voilà. C'est l'image... voilà, c'est le paper de OpenCV. Donc, on voit ici, on applique ici, donc ça sera un blur, donc ça sera un blurring, Gaussian blur. On va faire un filtre de 5 x 5, toujours, avec les valeurs de sigma égale à 3 et sigma égale à 3. Ici, c'est horizontal et vertical. Donc, quand on applique sigma égale à 3, regardez le flou qu'on obtient. Très bien. Vous arrivez à avoir cette première image qui est là. Donc, vous avez vu que c'était 3 x 3. Voilà, on a cette première image qui est là. Très bien. On applique la même chose avec cette fois-ci 5 x 5. Donc, c'est 5. Sigma égale à 5. Ok, on va faire ça. Et vous voyez, regardez, ça avec 3 et avec le 5, c'est la même chose. C'est pareil. Donc, au final, ça n'a pas un grand intérêt d'appliquer de changer, d'augmenter le sigma trop par rapport sans augmenter la taille du cas en parallèle. Ça revient à faire ce qu'on a l'habitude, à un moment, ça sature, il n'y a pas de grand changement. D'accord? Est-ce que c'est clair? La question, la dernière question. Très bien. Alors, est-ce que vous avez, vous, des questions? Sinon, on passe un peu aux questions générales que vous voulez vous poser par rapport à tous les chapitres, d'accord? Parce que vous aurez une interro, je pense, la semaine prochaine, d'après votre camarade. cette Donc, semaine. cette semaine. Voilà, c'est cette semaine, oui. On est quoi? On est lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc 23. Ouais, c'est vrai, c'est cette semaine. Oui. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions? De manière globale, est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre le cours et le TD? Je vais vous donner des conseils. Il faut que vous lisiez quelques détails du cours et il faut que vous appliquiez les algorithmes que vous avez vus en cours et que vous n'avez pas vus en TD ni en TP. D'accord? Donc, et essayez de les faire. Vous ne فهمتوش قولوا لي نديرهم معكم. D'accord? Donc, Donc, essayez de comprendre le pourquoi des choses. Vous voyez, quand je vous pose des questions, pourquoi le gaussien il est plus important que ceci? Pourquoi ceci, cela? Ce genre de questions, c'est important. Donc, essayez de vous poser toujours la question pourquoi on fait les choses. D'accord? Rappelez-vous, je vous ai d'accord. toujours dit un peu en TD, hein, pourquoi on fait un peu les choses. On a toujours un peu essayé de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait. Pourquoi il a arrêté celui-là?
Est-ce que vous avez sinon d'autres questions? Je vous conseille aussi de regarder sur Internet, hein, des exercices. Ouais, par rapport au skeleton. Ouais, bien sûr. Y a pas de... Maria, je vous écoute, Maria. Oui, je vous écoute. J'aimerais bien, je vous entends pas par contre. J'aimerais bien un slide sur... Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, alors ma question c'était sur le Euler number. J'ai pas vraiment compris le concept de c'est quoi exactement et tout. alors on va voir le cours. Hein, c'est le chapitre 2. Oui. Yes, le chapitre 2. Le chapitre 2. On va revenir, c'était pour le voisinage. C'était pour le voisinage, c'est pour le voisinage. Donc je reviens ici. Alors on va éteindre ça pour que ça s'allume. Et j'ai compris le concept que voilà, genre comment déduire le nombre Hedek et tout, mais j'ai pas vraiment compris l'utilisation en théo. On va voir ça tout de suite. Alors, le Euler, c'est dans le premier squeletton. Ça, c'est alors, il faut vous rappeler que les composantes connexes, hein, l'algorithme, on l'a pas vu, là, il n'y a pas les composantes connexes, ni en TD, je pense, ni en TP. On a soit 4 voisins, soit 8 voisins. Et selon voisin ou 8 voisins, on aura deux résultats différents. D'accord? Et aussi, je reviens avant de répondre à la question de Sadi, il y a d'autres types de voisinage. D'accord? Donc, par exemple, on prend, voilà, comme celui-là, on aura 6 composantes connexes. Donc, on a les 6 voisins plutôt que 4 ou 8. C'est un intermédiaire entre 4 et 8 et c'est intéressant. Ce genre de voisins aussi donne des choses plus intéressantes que d'utiliser 4 ou 8 voisins. D'accord? Donc, c'est ça le but. Et quand vous allez ici dans votre cours, c'est très chronologique. En général, une solution, elle vient quand vous avez un algorithme, il a des limites, et l'algorithme qui suit, c'est pour régler les problèmes qu'il y a dans le premier. D'accord? Par exemple, ici, vous avez commencé par les composantes connexes. Les composantes connexes, le voisinage, comme il est construit ici, ben, ça pose des problèmes. Et donc, par exemple, sequential labeling, il vient, il règle ce problème-là. Il vient, il dit, bon, en fait, en une seule passe, ici, par exemple, je reviens à composante connexe, je suis obligée de passer plusieurs fois sur l'image avec, même si avec, je prends le voisinage 6, d'ailleurs 6 horizontal, 6 est et 6 ouest, même si je prends par exemple ces deux sens-là, je suis obligée de faire plusieurs passages sur mon image. Alors que ici, voilà, le sequential labeling, celui qu'on a vu en TD, il vient, il règle ce problème. Je ne fais qu'un seul passage, un seul, et hop, j'ai pu labelliser toute mon image. Donc c'est ça. Donc voici pourquoi cet algorithme est plus efficace que l'autre, par exemple. D'accord? Donc on revient à la squelettisation. Ouh là là, où est-ce qu'on est dans la squelettisation? Alone number. Ah, ça là là. C'est un des tout premiers, une des toutes premières façons de faire la squelettisation. Il y en a d'autres, hein. Mais on va lire ça ensemble. La squeezisation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est réduire la surface de mon objet à un seul pattern, à une seule structure, squelette, qui permet de dessiner mon objet. Donc, Euler number, c'est quoi? On va le voir ici. Voilà. Is the number of bodies minus the number of holes. D'accord? Ici, vous l'avez très très mal fait. Si vous voulez, je vous fais un exemple déroulé. Si vous me donnez un jour, je vous fais un exemple. Parce que comme ça, a number of the whole image is the sum of all the numbers of the whole overlapping regions. If an operation is applied in a region of the image does not change the whole number of the region, then the whole number of the complete image will remain the same. E égale à B égale à moins 1, moins 2. Oui, c'est la forme de lettres. Par exemple, les B, ici, il y a combien de régions? On a deux régions. Le I, on a aussi deux régions. Le N, il n'a qu'une seule forme, il n'y a pas d'intersection. Ici, le I, il est composé de deux régions. On a le I et le point. Mais il faut que je vous déroule un exemple, c'est encore mieux. Il faut faire un exemple, je pense. Vous voulez bien que je vous fasse un exemple demain? Je vous l'envoie. Je vous l'envoie en forme de slide. Je ne ferai pas de séance, juste sous forme de slide. Oui, bien sûr, c'est pas un problème. D'accord. Parce que j'ai un peu oublié, pour être honnête, j'ai un petit peu oublié ça. Mais je vais jeter un coup d'œil et je vais le faire. Sinon, si vous préférez, on fait une séance avant votre interro
Mais alors, ce sera uniquement demain parce que je ne serai pas là jeudi. J'ai mon contrôle euh, pour mon jambe, donc je vais jeudi. Donc, peut-être demain, je le ferai. Je vais le faire aujourd'hui pour que demain, vous l'ayez. Et est-ce que vous préférez que je vous fasse une séance ou est-ce que vous préférez que je vous donne uniquement des slides? Vous me dites. Hein. Ouais, il y aurait un Personnellement, je conflit. crois qu'une séance, ce serait bien, surtout Ok, s'il y en a des autres qui ont des questions et tout. très bien. Est-ce que Ils vont être demain, vous préparés. avez... Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Ça fait... Au contraire, je suis contente. Est-ce que vous avez demain une heure qui vous arrange? Même pas tard dans la soirée, mais allez. Donc, vous me dites, vous vous arrangez. Vous me dites une heure pour demain. Après, les 2 prochains jours, je ne serai pas là. Mercredi, je me prépare. Et jeudi, je vais chez mon médecin. Donc, demain, vous me dites pour l'heure qui vous arrange. Et moi, je vais préparer. Donc, il y a l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous voulez que je vous prépare? Il y a autre chose que l'heure. Je vais marquer, hein, je vais noter ici. Donc, il y a l'heure. Les composantes connexes, ça va? Oui, Ouais, ça va. ça D'accord. va aller. D'accord. Euler number. Oh là là. On va voir ça. Hein. Pas du tout. Mhm. Donc, ça, c'est pour chapitre 2. Je ne crois pas qu'il soit complet, mon chapitre 2. Ouais, il n'est pas complet. Je ne sais pas s'il est complet. Vous me dites hein, s'il est complet ou pas. Et le premier, le chapitre 1, je sais qu'il n'est pas complet. Mon chapitre 1, je n'ai pas le depth of field et ça. Donc, est-ce que le chapitre 1, ça va? Vous arrivez à réappliquer les exercices qu'on a vus en TD? Oui, Très bien, je suis contente. Je vais quand Madame, même... juste une question à propos du chapitre 3. Genre, Oui, le genre de questions qu'on pourrait avoir et tout, qui soit à l'examen et tout. Est-ce que c'est genre la même chose que le TD ou bien il y aura d'autres choses? Parce que, genre, je crois que c'est la première fois qu'il connaît un ouais, truc c'est pas... pareil. Genre, les autres Ouais, promos, ils n'ont pas ouais. fait un truc. C'est la première fois qu'on enseigne le module de TAI de cette manière. Et bon, j'avoue que j'aime bien. To be honest. Il est très, très complet et riche, le programme de cette année. Alors, donc, comme il n'y a pas d'expérience avant, donc on ne peut pas comparer avec les anciens enseignants, etc. Il y a eu 2 ou 3 enseignants avant. Donc, chacun a sa méthode. Et donc, Monsieur Larrabee, il aime bien poser des questions ouais, théoriques un petit peu, où on pose des questions du pourquoi on fait ça, pourquoi on applique ça, qu'est-ce qui se passe si je fais ça, qu'est-ce qui se passe si je modifie ça, comment faire ceci. Ouais, c'est le même genre de questions qu'on retrouve en TD. Il y a aussi les questions pratiques, c'est-à-dire où on déroule un algorithme qu'on a vu aussi en TD. Donc, il faut refaire les TD, c'est important. Il faut compléter par ce qu'on voit dans le cours. Des fois, c'est le prof qui vous dit des choses et vous ne prêtez pas attention. Des fois, moi, c'est j'essaye. J'essaye quand même euh, j'essaye d'attirer votre attention sur des points. Donc, des fois, je sais que j'insiste un peu, mais faut prêter attention à ça. Donc, ça sera le même genre qu'il y a dans les TD. Donc, je vous conseille de refaire les TD et de revoir le cours, les algorithmes et les idées que vous n'avez pas vues en TD, peut-être. Hein, parce que je ne sais pas ce qui va, euh, il va piocher là-dedans, je ne sais pas. Donc, c'est une éventualité. Et un conseil de Babésien, c'est qu'il faut toujours voir, chercher sur Internet des exercices corrigés les modules règlements. Parce qu'en vrai, c'est difficile de créer. C'est toujours les mêmes formules qu'il y a partout dans le monde. Les formules qu'on voit ici, c'est les mêmes partout dans le monde. Donc, plus vous pratiquez, plus vous saurez comment répondre aux questions. D'accord? d'accord, D'accord. merci. Donc, je vous en prie. Donc, à part l'heure, demain, vous voulez rien voir. Moi, je vais vous rajouter quand même quelque chose. Je vais vous rajouter quelque chose. Et vous allez voir ça demain, c'est par rapport au chapitre 1. Il y avait un de vos camarades au tout début qui m'avait posé une question. Et je me suis dit, ça serait super comme exercice. Et je vais essayer de vous faire, je vais essayer de vous faire un exercice dessus. Et je vais vous faire la même chose avec Euler. Donc, à part Euler et le chapitre 1, il n'y a rien qui vous pose des problèmes, que vous voulez revoir. La question du cours aussi, madame. La question du cours. Moi, je n'ai pas assisté à votre cours, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je lis avec vous le cours. Monsieur Larrabee m'envoie le cours, je lis et je cherche sur Internet quand j'oublie des choses ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions, vous, à vous de me poser? Donc, les questions de cours aussi. Ouais, il y aura des questions, sûrement, il y aura des questions.
Je sais pas si c'est pour un intérêt pour l'examen, la question. En vrai, je sais pas, c'est la première fois que je le module de cette manière. Donc, préparez-vous à tout, et puis c'est l'essentiel. D'accord? Faites les exercices. Là, moi, même si vous savez répondre aux exercices, c'est déjà donne tout une très bonne note. Et plus vous vous intéressez au cours et aux détails de comment, de pourquoi on fait les choses, plus vous avez des chances d'augmenter vos chances de bien répondre aussi. Donc, sinon, on fait comme ça. Ouais, moi, je vous prépare l'heure, puis un exercice pour le chapitre 1. Et pour vous, ce que vous allez faire, c'est vous allez préparer vos questions. D'accord? Si vous avez essayé de regarder, de replonger un peu ce qu'on a fait, vous allez préparer vos questions que vous allez me poser demain et on va essayer de répondre tous ensemble. D'accord? On va faire comme ça? Hmm. Oui, Très bien, je vous en prie. Alors, ce que je vais vous demander, c'est vous demande de m'envoyer. Donc, vous faites un vote, je ne sais pas comment vous vous organisez, mais demain, vous me donnez une date, donc plutôt une heure pour demain. je Et vous après, enverrai super, une heure, donc vous me dites l'heure, comme ça je m'organise fin. et je prépare tout ça. D'accord? On fait comme ça? D'accord. Je vous envoie le lien Oui, pour la liste des présences. Donc la voici. D'accord? Elle sera ouverte encore pendant 5 ou 10 minutes parce que c'est la fin de la séance. Il est 5h30. Donc, je vous invite à remplir la liste de présence et je vous dis à demain, Inch'Allah. Donc, préparez-vous, préparez les questions et moi, je vais vous préparer une petite séance de révision. D'accord? merci madame. Je vous en prie et bon courage. Donc, n'oubliez pas, remplissez la liste et envoyez-moi demain l'heure. D'accord? Donc, je vous D'accord. remercie et voilà. À demain, Inch'Allah.